Il vous souvient que le 4 janvier dernier, un communiqué du ministre directeur du cabinet civil annonçait la déprogrammation de la cérémonie de vœux, présentation de vœux au couple présidentiel au Palais de l'Unité. Les raisons ont été données, c'est parce que le gouvernement tient à ce que la lutte contre le Covid se poursuive. Mais nous savons que c'est un rituel républicain, nous avons compris, nous avons voulu comprendre ce qu'il y a derrière ces déprogrammations, comment l'interpréter. Et à ce sujet, nous rencontrons le professeur Paul Batibonak. Il est maître de recherche au CREDIS, ancien directeur des affaires africaines au ministère des Relations extérieures. Cette déprogrammation, on la voyait un peu venir, c'était un contretemps fâcheux. Oh, il fallait le prévoir? Je pense que le moment est tellement solennel qu'on ne pouvait ne pas anticiper. Et pour qui a suivi l'actualité au Cameroun, on peut se souvenir qu'en 2020, nous n'avons pas eu la traditionnelle célébration de la fête de l'unité. Mais je pense que lorsque on a écouté le chef de l'État tenir le discours le 31 décembre 2020, commencer par cette pandémie, cela était un signal, un indicateur que c'est un paramètre majeur qui a pesé dans la prise de décision. Et le chef de l'État a bien fait d'anticiper sur les conséquences éventuelles. Parce qu'au moment où le Cameroun doit accueillir le Chan et plus tard la CAN, on voit que le chef de l'État souhaite que la santé des populations soit au top dans l'échelle des priorités. Si on parle beaucoup de cette déprogrammation aujourd'hui, peut-être parce que c'est un rituel qui a sa place dans la vie des institutions, dans les relations internationales, parce que ce jour-là, on voit en scène l'ensemble de la communauté diplomatique accréditée au Cameroun. C'est plus qu'un rituel, c'est peut-être un rituel pour les acteurs et les observateurs. Certains ambassadeurs, certains diplomates estiment que c'est souvent des moments clés où non seulement entre eux ils peuvent se parler, communiquer des messages, mais aussi donner des éléments personnels d'information au chef de l'État ou à son entourage. En dehors de cet espace de communication et d'échange, il y a bien d'autres cadres qui s'offrent à la communauté diplomatique, au chef de l'État, pour pouvoir discuter des sujets qui concernent la nation, des sujets qui concernent la communauté internationale. Oui, ça c'est la partie publique, en ce sens que le message du chef de l'État est suivi par tous, le discours de doyen du corps diplomatique est présenté comme l'analyse consensuelle de la réalité diplomatique dans le pays et la perception qu'en ont l'ensemble des acteurs de ce corps diplomatique à Yaoundé. Donc on sait également que les diplomates se concertent avant le prononcé du discours, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un moment de négociation important, en ce sens que la communauté diplomatique donne sa lecture ou son analyse de la diplomatie camerounaise, de la réalité du pays. Il y a une sorte de scanner qui est fait sur l'activité diplomatique du chef de l'État et même l'activité politique du chef de l'État et se projette sur l'année à venir. Ce qui veut dire très clairement que le chef de l'État ne répond pas juste par courtoisie. Il donne sa vision en tant que président de la République, chef de l'État et acteur de la diplomatie. Aujourd'hui, nous savons que tout ce qui se passe dans une capitale a des répercussions dans le monde. En dehors de ce cadre, on pourrait imaginer que les audiences, par exemple, les discussions qui devaient avoir lieu pourront se poursuivre? Tout à fait. Les diplomates savent toujours trouver des solutions aux problèmes.
Si on peut trouver la solution au problème de la paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème qui pourrait être hors de portée pour les diplomates. Ils savent toujours trouver des solutions, mais vous savez, la présentation des vœux, c'est un moment particulièrement solennel. Il n'y a pas deux opportunités comme celle-là au cours d'une année. Et il ne faut pas prendre à la légère l'analyse que le chef de l'État fait dans son discours de la situation internationale. C'est codé et les autres acteurs reconnaissent le message décodé lorsqu'ils analysent le message dans leur capitale. Ça a beau avoir juste un effet de com', mais on doit comprendre que en prenant une position dans un discours comme celui-là par le chef de l'État, c'est une orientation pour les négociateurs camerounais à l'étranger, par exemple. Ils n'ont pas besoin de recevoir d'instructions particulières. Lorsqu'il y a un vide dans la négociation sur un sujet, le discours du chef de l'État sert de repère. Donc, ce n'est pas un élément fortuit. Il y avait des sujets importants à évoquer au Cameroun. Il y a la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a la lutte contre le terrorisme, Boko Haram. Il y a bien d'autres sujets. La lutte contre la pandémie, le Covid-19. Tout cela aurait pu constituer des sujets d'échange assez importants. C'est vrai, c'est évident. Le Cameroun a été soutenu dans sa lutte contre le coronavirus. On a vu l'appui des partenaires marocains, chinois, européens, et nous avons vu la réponse médicale. On a vu la force des thérapies locales, des thérapies africaines, qu'on aurait dû appeler médecine africaine ou médecine camerounaise, en ce sens que les effets cliniques sont déterminants et qui devraient donner à l'ensemble de la communauté scientifique au Cameroun et dans le monde des éléments d'une stratégie nouvelle en matière de production des solutions endogènes. On peut se tromper, professeur, mais vous nous pardonnerez. Peut-être que les vœux au Palais de l'Unité auraient permis d'évoquer une situation qui se passe pas loin de nous. La situation aux États-Unis, la fin du mandat assez tumultueuse du président Donald Trump, on le pousse à la démission, les délais sont courts, mais c'est quand même une fin de mandat assez tumultueuse. On a vu les événements qui sont passés au Capitole. Comment vous interprétez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, vous, diplomate? C'est vrai qu'on aurait pu penser aux États-Unis, pays beaucoup plus éloigné que la Centrafrique, qui est plus proche du Cameroun. Pays puissant aussi. Oui, mais qui occuperait la scène, et il serait difficile pour l'ambassadeur des États-Unis rencontrant le chef de l'État de ne pas se saluer en évoquant une telle actualité. Je pense que le président Donald Trump n'avait pas été souhaité aux États-Unis à suivre les médias, à suivre les analystes. De la même façon, on voit que sa sortie n'est pas surprenante, même si l'ampleur n'est pas ce qu'on aurait attendu pour un président, non seulement qui globalement a respecté les institutions, mais également a donné des résultats importants, significatifs sur le plan économique. Ce sont des éléments qui, de mon point de vue, ne devraient pas être balayés juste parce que les formes diplomatiques ou républicaines n'ont pas été préservées. Donc, quand on évoque, par exemple, l'incident de l'occupation du Capitol Hill, ce serait logique. Tout le monde s'en est ému au point... Sauf peut-être l'Union africaine qui ne s'est pas beaucoup prononcée. Non, je pense que le problème de l'Union africaine et des Africains en général, c'est qu'ils ne sont pas toujours compris dans leur posture. Le silence d'un patriarche africain peut être beaucoup plus éloquent qu'un propos mal agencé.
Venons-en à ce qui se passe tout à côté de nous en Centrafrique. Le 27 décembre dernier, il y a eu élection d'un président de la République. Heureusement, ça s'est passé. Mais juste après, depuis quelques jours, il y a des bruits de bottes. Il y a davantage la coalition des mouvements rebelles qui menacent d'entrer à Bangui. Et on a vu à la veille de cette élection la CEAC prendre position, estimant que le président Touadéra doit conduire le processus de paix tel qu'il a été décidé à Khartoum au Soudan. Est-ce que diplomatiquement on peut penser qu'il y a des solutions qu'on peut envisager pour aider la Centrafrique à se relever? Peut-être qu'il faut commencer par dire heureusement que les élections ont eu lieu. Parce que lorsqu'on suit l'évolution de la situation en Centrafrique, on peut s'imaginer que la non-tenue des élections aurait été, ou de l'élection présidentielle, aurait été catastrophique. Mais il y a quand même beaucoup de questions qui n'ont pas été, qui n'ont pas connu des réponses pertinentes. Comment comprendre que dans un pays où le chef de l'État a été démocratiquement élu, la communauté internationale préfère soutenir militairement ou alors autoriser le réarmement des rebelles et pas celui des forces gouvernementales? C'est tout un problème en République et pour la civilisation moderne. Je pense que l'ONU a compris qu'il fallait opter pour une position beaucoup plus modérée. Et de jour en jour, on se rend compte que ce sont les intérêts nationaux qui créent le chaos en Centrafrique. Certains acteurs jouant le double jeu, on pourrait être prudent dans l'analyse, mais ce qui est sûr, c'est que en dehors du soutien qu'apportent les pays africains, on voit que le rapport de force est favorable à la coalition des groupes rebelles, ce qui montre très clairement qu'il y a des puissances qui influencent ce rapport de force. Mesdames, Messieurs, c'était donc le professeur Paul Batibonar, maître de recherche, qui a accepté de nous parler non seulement de la déprogrammation des cérémonies de présentation de vœux au couple présidentiel au Palais de l'Unité, mais d'évoquer aussi la situation en Centrafrique et aux États-Unis. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.